Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Au menu, la conjoncture politique suite à la publication des résultats préliminaires des élections du 20 novembre, le message de Noël adressé par les évêques catholiques à la population et la coopération entre le Japon et Haïti. Nos invités, le professeur Auguste Demisa, l'évêque de Hinche, Monseigneur Jean Desinor et l'ambassadeur du Japon en Haïti, M. Yoshiaki Hata. Bienvenue à l'émission Enjeux. Nous avons avec nous le professeur Auguste Demisa. On va parler un peu de la conjoncture politique en Haïti après la publication des résultats et les perspectives. Professeur Demisa, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes et j'espère qu'on va passer un bon moment et essayer de comprendre ce qui se passe. Alors justement, comment vous avez trouvé ces élections qui ont été organisées, les résultats qui ont été publiés? Bon, je me permettrai un détour. Je crois que nous allons être inscrits dans le livre de Guinness pour avoir eu les élections les plus longues et peut-être les plus coûteuses par tête d'habitant. 155 millions de dollars, ça fait beaucoup. C'est, en convertissant ça au taux du jour, ça fait à peu près 8 à 9% du budget national. Donc j'estime que dans un pays aussi pauvre, gouvernement, partis politiques, hommes de loi ne peuvent pas se permettre de tolérer un tel état de choses. Donc je crois que ça a déjà trop duré, comme quand j'étais à l'école chez les frères, après la dictée, on disait, point final, tirons un trait sur cette période et avançons. Alors comment selon vous, comment peut-on expliquer cette débâcle des partis et des leaders politiques traditionnels, si l'on tient compte des résultats préliminaires qui ont été publiés par le Conseil électoral provisoire? On peut parler de débâcle. Ouais, c'est non seulement une débâcle, mais c'est une gifle monumentale à la classe politique. Moi y inclus. Je vais pas monter en faisant une analyse. Est-ce que nous arrivons à comprendre cette population avec l'ensemble des groupes sociaux constituant cette population? Est-ce que nous arrivons à avoir un discours qui puisse toucher les propriétaires de moyens de production, qui puisse toucher la classe moyenne, que la majorité des leaders politiques font partie de cette classe moyenne, mais n'arrivent pas à parler à cette classe moyenne? Et c'est le pire. Parce que le nombre de membres inscrits dans les partis politiques est faible. Et nous n'arrivons pas non plus à parler aux ouvriers, nous n'arrivons pas non plus à parler aux paysans, nous n'arrivons pas non plus à parler aux chômeurs, nous n'arrivons pas non plus à parler aux jeunes. Bon, moi je crois, et je demeure convaincu, que le seul moyen pour commencer à planifier 2021, c'est d'arrêter de se plaindre, et que ces partis se disent, 200 partis politiques, c'est trop, faisons des alliances, et moi je crois aussi que nous sommes à la fin d'un cycle. 30 ans, nous sommes à la fin d'un cycle. Pour moi, il y a des hommes et des femmes politiques qui doivent avoir faire la beauté du geste et se retirer. Donner place aux jeunes à l'intérieur des partis politiques pour qu'ils puissent se préparer pour 2021. Parce que c'est simple. Quand nous prenons certains chiffres, j'ai rien contre Tom Alderman en tant que chanteur. Je n'ai rien contre le rap. J'ai quelque chose contre le rap vulgaire. Parce que le rap est un mouvement de protestation né aux États-Unis qui dénonce les conditions de vie sociale. Mais quand on me dit papi de tennis, moi plutôt pour madame, moi, ça me choque. Quand tu parles de faire Wana monter, ça me choque. D'accord, j'ai 61 ans, je suis d'un âge passé. Je suis un dinosaure, mais quand même, je crois que ça doit choquer la population. Quand M. Tom Alderman fait 17 000 voix dans le département de l'Ouest, le candidat Séan et la candidate Supplice, à eux deux, totalisent 14 000 voix sur l'ensemble du territoire, il y a à se poser la question. Quand nous prenons quand même Gracia Delva, député du peuple, c'est le peuple qui est élu, candidat au Sénat, il va réussir, il faut se poser des questions. Moi, je me pose la question, et je l'ai dit sur une autre station. Je vais créer un groupe de rap, peut-être changer la couleur, au lieu d'avoir une culotte rose, de mettre une culotte verte, et de commencer à déconner, peut-être que j'arriverai à entrer dans ces milieux et de me faire voter. Moi, je crois que nous devons nous poser la question.
Est-ce que les partis politiques ont des universités d'été? On va me dire avec quoi? Aller chercher des membres de la classe moyenne. C'est pas seulement une débâcle, c'est une gifle. Ces partis politiques doivent rentrer en internat le plus tôt possible, se poser des questions. Pourquoi nous avons échoué en 30 ans? C'est l'échec de 30 ans. Couronné, là, en 2016, avec l'arrivée de M. Jovenel Moïse. Donc je pense que les partis politiques ont une grosse part de responsabilité sur l'inéducation des masses en matière politique, et ces partis politiques ont payé le prix fort. En 2021, on aura probablement un autre quelqu'un sortant de je ne sais où qui sera candidat et qui va encore battre l'ensemble de la classe politique. Parce qu'on a vu les gens qui parlaient beaucoup plus à la radio et qui étaient hyper confiants, ils ont tous été sanctionnés par la population lors de ces élections. On oublie quelque chose. Rothschild François Junior peut être écouté en tant que journaliste, il peut être apprécié en tant que journaliste, il peut être applaudi en tant que journaliste, il peut être populaire en tant que journaliste, mais ça ne veut pas dire que Rothschild François Junior candidat aura l'appui de tous les gens qui l'écoutent. Moi, Auguste de Mézard, j'analyse la politique. Il y a des gens qui disent, ils apprécient ce que je dis, mais est-ce que ça veut dire que demain matin, je suis candidat, on va m'élire? Non. C'est là que tout le monde s'est trompé. On se prend pour des super vedettes des médias, nous sommes des stars de la parole, nous sommes des stars de l'analyse, nous parlons fort, nous critiquons, nous proposons rarement, et on pense qu'à partir de là, nous avons la population à nos pieds. Et c'est une erreur énorme, énorme, énorme. Nous n'avons pas le discours politique. Nous avons un discours d'analyste politique. Le discours de campagne, nous n'avons pas encore. La posture de campagne, nous ne l'avons pas encore. Nous devons visionner les vidéos de M. Aristide. Nous devons visionner les vidéos de M. Préval. On ne va pas apprendre beaucoup parce qu'il était un bébé. Il a réussi en 2 fois, en se définissant en tant que bébé. On doit suivre la campagne, regarder la campagne de M. Martini, regarder la campagne de M. Moïse et d'apprendre. Nous devons retourner sur les bancs de l'école. Parce que eux, ils ont compris et ils ont réussi. Qu'on me dise qu'il y a eu des magouilles, un écart pareil, de quelle magouille on vient me parler? Parce que je l'avais dit à la radio, il fallait étendre le mandat de la CIEF, de cette commission indépendante, pour qu'il n'y ait pas seulement une évaluation au niveau des listes électorales, qu'il y ait une évaluation du processus. Mais tout le monde était trop pressé d'aller en élection. Donc nous avons payé cher. Moi je pense que le prochain gouvernement devrait commanditer une étude. Est-ce que le fonctionnement actuel d'ICEP répond aux normes? Il y a un fameux CTV, on n'en parle pas assez. Il y a le fameux centre de tri aussi, qui décide est-ce que vous êtes condamné à mort ou bien est-ce que vous allez être tabulé. Moi je pense qu'il faut questionner tout ça et les partis politiques doivent se contraindre, soit composer, pour reprendre les mots de mon vieux frère Evans Paul, soit pas composer ou décomposer. En parlant du star de la radio, un exemple très simple, maître André Michel, slogan avocat peuplard, Top Alderman, le chanteur, a eu beaucoup plus de voix qu'André Michel. Non, écoute Rothschild, on peut me faire colère. Entre 700 et 17 000, c'est pas plus de voix là. C'est un écart des 2 pointes de la Russie, 9 millions de kilomètres carrés. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et André a mené un combat, tant au niveau des tribunaux avec les étudiants, même les étudiants n'ont pas voté André. Si on prend André Michel, si on prend ce que j'ai pu lire quelque part, qu'il a eu seulement 700 voix, il était à côté des étudiants de la faculté d'ethnologie, à côté des étudiants de l'IERA, à côté des étudiants de la FACH, à côté des étudiants de l'INAGUE. Quand il y avait des problèmes au Gonaïve, il a été. Et Maître André Michel fait seulement 700 voix. Il y a un problème dans cette société. Le discours ne passe pas. Le discours politique des candidats ne passe pas. C'est clair. Ils sont coupés de la réalité, selon vous? Mais je crois que le verdict est là. On se gargarise de mots. Nous lisons Deleuze, nous lisons Lipovetsky, nous lisons Fukuyama, et nous, cette population n'est pas encore arrivée à ce niveau. Nous nous gargarisons de mots en français, en créole. Nous travaillons l'intonation de notre voix pour avoir l'aspect le plus théâtral possible, tandis que l'autre, il dit Menek Banana et tout le monde est chirando. Donc, il y a un problème, c'est on ne passe pas. On doit en prendre conscience.
Alors, au niveau des partis politiques, vraiment, vous pensez que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut un débat interne, il faut voir ce qui s'est passé pour redémarrer? Moi, je le crois. Il faut un débat interne et sortir avec des résolutions, les faire connaître à la population, reconnaître qu'il y a eu des problèmes, aller chercher des jeunes comme membres, renouveler le personnel politique, le personnel de ces partis, demander à ces nouveaux membres de contribuer pour que le parti puisse avoir une vie. Le parti ne peut pas avoir une vie seulement en campagne électorale, doit avoir une vie, courtiser cette classe moyenne, appeler des gens aussi en tant que propriétaires de moyens de production à s'engager dans un projet politique. Là, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Moi, je crois que je ne souhaite pas la disparition d'aucun parti politique. Je souhaite de préférence qu'il y ait fusion, qu'on arrive à réduire le nombre de partis politiques. Ce serait déjà un grand pas, qu'on se mette ensemble. Je crois qu'après 15 ans, 20 ans sur la scène, vous avez été candidat en plusieurs fois, vous avez mené campagne en plusieurs fois, on vous a rejeté. Au lieu de continuer, prenez un jeune de 25 ans, 28 ans, commencez à le préparer pour être candidat à la députation de 3 ans, commencez à préparer un autre jeune de 35 ans, 40 ans pour être candidat à la présidence, parce que je pense qu'il y a une génération d'hommes et de femmes politiques, c'est fini pour eux. Donc, Auguste Demisa, vous pensez que vraiment, c'est peut-être l'occasion de réduire le nombre de partis politiques, d'avoir peut-être 3, 4 vraies forces politiques dans ce pays après ce qui s'est passé lors de ces élections? Moi, quand je dis 4 partis, si nous prenons en France, il y a une multitude de partis. Mais quand ils arrivent en élection, il y a des primaires, tout le monde fait des alliances, et ces partis entrent au gouvernement avec si on prend l'exemple du Parti socialiste, les écologistes sont entrés au gouvernement avec les socialistes, les communistes ont dit oui à un moment, l'extrême gauche avec Mélenchon a dit non. Bon, mais ces partis existent, mais connaissant leur taille et leur capacité, ils existent à l'année, premièrement, mais ils travaillent aussi au sein des alliances malgré les désaccords. Et je l'avais dit une fois à la presse, je suis membre du KID et je ne suis pas prêt à démissionner du KID. Je n'étais pas d'accord avec Evans Paul, le secrétaire général du parti, en 2015 par rapport à ses choix, mais je suis resté membre du KID. Et j'ai dit, à l'intérieur du KID, en tant que parti moderne, nous avons des dissidences, nous avons des voix dissidentes. On peut avoir des voix discordantes. Je ne vais pas le jouer, Evans Paul, Vaca. Non, c'est pas ça le truc. Je peux dire que je ne suis pas d'accord avec telle position, mais je reste à l'intérieur de cette structure politique. En Haïti, à chaque fois que quelqu'un a une voix discordante, la personne va créer un nouveau parti politique. On peut avoir un groupe, mais on peut se retrouver avec des centres d'intérêt communs, un parti fort, et on aura des primaires, comme dans tous les pays du monde, pour déterminer. Parce que personne ne veut aller dans les primaires, parce que beaucoup de gens savent qu'ils ne passeront pas. Moi, je pense que nous devrons faire l'éloge funèbre des partis politiques traditionnels. Et pendant ces 2 ans qui nous restent avant les législatives, dans 3 ans, il faut qu'on commence à s'organiser pour présenter des partis structurés, pour aller aux élections, aux prochaines élections. Et ces prochaines élections vont nous permettre de préparer les présidentielles dans 2 ans après, vont nous permettre aussi de préparer les sénatoriales. Donc je crois que les hommes politiques, moi je dirais, et je m'en fous catégoriquement qu'on me critique, moi je crois que les hommes politiques, les femmes politiques de cette génération doivent arrêter de jouer avec le devenir et l'avenir de ce pays. Alors, concernant les partis politiques, il y a la famille Lavalas. On a vu quand même ces manifestations violentes, ces déclarations violentes qui sont faites par des responsables politiques Lavalas après la tenue de ces élections. Ils disent que Marie Zancis a gagné, on a volé les élections. Quelle appréciation faites-vous de ce comportement du secteur Lavalas, professeur Demisa? Vous savez, j'ai toujours eu peur des petits Jésus d'un pot crabe. Je ne crois pas que M. Aristide ayant émergé en 86, mais ayant commencé sa vie active politique en 85, dans les petits comités de l'église, des TKL, et après avoir eu l'hôtel et la prêche, à l'église Saint-Jean-Bosco, aurait pu changer. D'ailleurs, Aristide n'a jamais dit pardon à cette population. Son mandat était parfait, il n'a commis aucun crime, il n'a commis aucune erreur. Et il est au niveau du sens de, si vous voulez, c'est l'image même de Duvalier. Je suis le roc. Je suis l'idéal, donc je n'ai pas pu commettre d'erreur. Et si vous faites un parallèle entre le duvalierisme et le mouvement Lavalas, c'est à peu près la même chose. Il y a tout un courant qui appuie maintenant le jeune héritier, François, Jean-Claude, je ne sais pas comment il s'appelle, Duvalier. Vous devez vous rendre compte que ces gens postent des images
essentiellement positive. Donc le duvalierisme n'a tué personne. Ce sont ces gens qui se sont suicidés à Fort Dimanche. On ne les avait pas arrêtés. Ils ont été en vacances au Club Med, Fort Dimanche. Et de là, ils ont mangé trop de homards, trop de langoustes, trop d'écrevisses. Ils sont morts d'indigestion. C'est un petit peu la même chose avec le mouvement Lavalas. Moi, je crois que l'erreur, c'est une bonne chose que M. Aristide sorte de sa retraite. C'est une bonne chose que la société lui permette de faire campagne auprès de son parti. Parce que ça nous a permis de voir qu'au fond, M. Aristide n'a pas changé, ne change pas et ne changera jamais. C'est regrettable aussi que la société accepte ce déferlement de violence. Il y a certaines personnes qui tentent de l'expliquer par rapport à l'écart. Mais l'écart existait en 90. Ce n'est pas l'écart. Je crois que nous sommes en train, on avait plus ou moins réussi à endiguer ce phénomène. Je crois qu'on est en train, encore une fois malheureusement, M. Aristide, je ne dirais pas le parti Lavalas, parce que j'ai beaucoup de respect pour le parti Lavalas et son acte constitutif et sa vision. Il y a deux choses, les actes Lavalas et les fondamentaux du parti. Moi, je dirais que c'est très malheureux. Je dirais que cette population est trop amorphe. On ne peut pas accepter d'être pris en otage, là. Et je crois que M. Aristide a commis une erreur fondamentale. Il est en train de se suicider lui-même. Il est en train aussi de trucider le parti Lavalas. Et ce serait malheureux que ce parti disparaisse, parce qu'il y a des cadres compétents là-dedans, il y a des principes défendus par ce parti qui sont intéressants et qui me rejoignent. Faut tout le monde joindre, faut tout le monde qui a joindre manger, faut tout le monde qui a soutenir la misère. Oui, nous sommes d'accord là-dessus, mais il y a les moyens, mais cette violence est inadmissible, inacceptable, et je suis déçu, et profondément déçu, que certains de mes amis, membres du parti Lavalas, je ne dis pas les Lavalassiens, certains de mes amis, membres du parti Lavalas, ont pu tomber dans le piège de dire des mots qui peut-être ont dépassé leurs pensées. Parce que je suis convaincu que certains d'entre eux, je ne citerai pas de nom, que certains d'entre eux, pris au piège, ont lancé certains mots, mais je crois qu'ils regrettent déjà ces mots lancés. Alors, M. Aristide a fait campagne avec Marie Zancis, la candidate du parti pour les élections. Marie Zancis n'a pas réussi, elle est sortie 4e de ces élections au regard des résultats préliminaires publiés par le CEP. Donc est-ce que ça voudrait dire que Aristide, il n'est plus le Messie, quoi? Pour moi, ça fait longtemps qu'il n'était plus le Messie. Quand on a eu les élections en 2006, il y a eu toute cette bataille, les héritiers légitimes, les héritiers illégitimes, et l'éclatement en plusieurs groupuscules politiques. La même chose en 2011, c'était pire. Donc à partir de ce moment, ces enfants n'avaient plus peur du père Fouettard et ont pris leur distance. Et il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont moins réussi, mais je crois qu'au niveau des élections de 2011, il y avait 5 ou 6, même 7 candidats issus de la grande famille Lavalas qui étaient en dissidence. Et très peu sont retournés au bercail en 2015-2016. Et je crois que la figure la plus emblématique de cette dissidence, c'est Moïse Jean-Charles. Donc je crois à partir de là, l'image du père Fouettard, l'image du Messie, l'image de celui qui transcendait, était déjà très égratigné. Et malheureusement, aussi, deuxième élément fondamental, les relais ont mal joué le message. Au lieu d'arriver avec un message de paix, je crois que M. Aristide est retourné avec son message de haine. Donc je crois que les carottes étaient cuites, malheureusement pour le docteur Maurice Narcisse, qui est un brillant spécialiste en santé publique, que moi je demeure convaincu, qui a une culture de la paix. Est-ce qu'elle-même, elle ne se sent pas inconfortable dans cette diatribe, dans ces appels à la destruction, dans ces destructions qui se réalisent? Pardon, moi je trouve... je condamne. Non seulement je condamne, mais aussi je regrette. Je regrette que certains amis, membres de son parti, n'ont pas encore eu le courage de dire tiens, Bambino, là où vous voulez aller, nous, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut dire que ces élections, c'est l'arrêt de mort d'Aristide politiquement?
est-ce qu'il n'était pas déjà effacé? Bon, quand M. Aristide a décidé de sortir dans les rues, ça ressemblait un petit peu à son retour en 1994. Il était derrière une cage de verre. Donc c'était un oiseau au plumage rare qu'il fallait aller voir, non seulement le plumage, mais aussi le ramage. Moi, je crois qu'en 2016, quand il est sorti, on a été voir le plumage, on a été voir le plumage, il n'y avait plus de ramage. Le corbeau, le renard et le corbeau. Comment vous voyez la réaction des autorités par rapport justement à ces actes de violence commis par le secteur Lavalas à l'occasion de la publication des résultats de ces élections? Parce qu'ils maintiennent, ils disent que Marie Zarcis a remporté ce scrutin. Je vais être très cynique. Vous me parlez de quel gouvernement? Les autorités en place. Bon, disons les autorités, mais il n'y a pas de gouvernement là. Ce gouvernement, pendant près de 11 mois, si nous faisons un bilan, ils n'ont jamais posé un acte positif pour la construction de quoi que ce soit dans ce pays. Comment peut-on tolérer de tels désordres? On a des forces spécialisées. Comment peut-on tolérer qu'il y ait un groupe armé qui prend Jean-Denis, qui domine la petite rivière de l'Artibonite, en otage depuis 3 ans, 4 ans? Rien n'est fait. Comment peut-on accepter qu'un inspecteur en uniforme ait été abattu? On ne m'a pas encore annoncé d'arrestation. Comment peut-on avoir les images de la télévision avec des gens brisant des vitres? Bon, je l'ai vu du côté de la Banque centrale, donc alors, à visage découvert. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent qu'ils sont des ayants droit. Nous sommes, moi je dis toujours, nous sommes des petits kits. Nous sommes des toutrelles. On a le droit de nous abattre. On a le droit de détruire nos biens. On ne peut rien dire. Comment peut-on être porteur d'un projet politique et de me dire, nous pourrons craser bien bourgeois? Comment peut-on accepter qu'une dame, devant la résidence de M. Aristide, déclare que nous pas une station d'essence, nous pas une maquette, nous avons crasé boulet? Comment peut-on accepter qu'un candidat ait pu accepter que ses fanatiques, ses membres, ses adhérents aillent tenter de mettre le feu à 3 écoles primaires à Torbec? 3 écoles nationales. Or, il n'y a pas assez d'écoles nationales à Torbec. Comment accepter ça? Non. Moi, j'aimerais introduire une puce électronique dans le cerveau de ces gens pour comprendre comment que vous pensez le développement de votre pays. Mais, vous prenez toutes les dispositions pour détruire ce même pays. Ceux qui vont brûler les écoles normales de Torbec pour un candidat au Sénat, mais leurs enfants, les enfants de leurs voisines, les enfants de leurs frères fréquentent ces écoles. Et ces gens, comme des robots, actuellement, les robots de 1960, parce qu'actuellement, on a des robots intelligents. Il y a des robots qui n'accepteront pas. Donc, moi, je me demande, est-ce que nous ne devons pas nous poser des questions? Qu'est-ce qui est arrivé à l'Haïtien? Sommes-nous, et cette question va faire du mal, et vous me donnerez les conséquences de mes paroles, sommes-nous encore des êtres humains? Moi, je suis convaincu que depuis 1986, il y a une politique systématique de secteur national associée à un secteur international de démonisation. Nous pas moun. Il y a des conditions de population ça accepter vivre après Jeanne, li pas moun. Il y a des conditions d'accepter vivre après tremblement de terre, li pas moun. Il y a des façons d'accepter vivre quotidiennement, li pas moun. Et c'est ça. Donc, selon vous, par rapport à ces violences, le gouvernement devrait assumer pleinement ses responsabilités, les autorités en place? C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de gouvernement. S'il y avait un gouvernement, on aurait dû regarder les vidéos, arrêter les gens. Et s'il y a eu des appels à la violence, je ne peux pas comprendre que quelqu'un dise, fasse une menace à la radio et me dise qu'on a mal interprété ma parole. Et cette personne sort comme ça, en riant. Il n'y aura pas de fête de fin d'année. Il n'y aura pas de fête de fin d'année. Ça me comprendre. Et c'est mon bon ami. C'est pour ça que je dis, je suis surpris. Ça lui a dit échapper et je comprends. Je lui donne, moi personnellement, je lui donne le bénéfice du doute. J'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour cette personne. Même si le chapé, c'est déjà grave que le chapé. Je pense qu'il faut des explications claires. Et heureusement que les violences se sont arrêtées parce que au moins il y a des gens qui ont crié « Arou sur le boudet ». Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Ce ne sont pas les autorités. Peut-être certaines unités de la police ont pris des dispositions. Mais on ne peut pas dire que cette paix relative dont nous jouissons actuellement est l'œuvre du gouvernement. Parce que le gouvernement jusqu'à présent est absent. À Jérémie est absent. Au Caï.
est absent de certaines zones sinistrées, est absent à Port-au-Prince, qui coule sous les détritus. Alors, pour revenir sur plus précisément les élections, on voit que quand même que les trois candidats qui arrivent derrière Jovenel Moïse, à savoir Jude Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse, ils contestent les résultats de ces élections. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ils devraient reconnaître leur défaite et voilà. Quel est votre point de vue, professeur Desmaisons? Non, écoutez, le décret électoral prévoit la contestation. C'est le libre arbitre, le libre choix. Ils ont le droit. Donc c'est pas de dire qu'ils n'ont pas le droit, ils ont le droit. Et moi je trouve que cet exercice va permettre de fermer certaines barrières, de faire taire certaines médisances. Si l'exercice au niveau des BCEN se fait dans le respect des normes, qui est réellement tirage au sort devant les contestataires, j'estime que ça va encore légitimer plus les résultats, quels qu'ils soient. S'il y a eu erreur, ça va nous donner des éléments pour dire comment mieux réformer le conseil électoral à venir, parce que le provisoire, ça va faire, pour que nous réduisons ce nombre de contestations et ce nombre d'erreurs et ce nombre de possibilités de magouille. Moi, je crois que c'est un exercice sain. Pour moi, c'est un exercice sain. Mais après, je répète les mêmes mots que j'avais dit au début. Point final, à la ligne, tirer un trait. La dictée est finie. Mais si par exemple, si à la fin, le tribunal électoral rend sa décision, à savoir que voilà, tout ce que vous avez raconté, vous n'avez pas pu le prouver, quelle devrait être la réaction de ces candidats à la présidence, Maître Desmaisons? On retourne encore au décret. Les décisions d'IBCN ne sont pas contestables, sont exécutables. À partir de ce moment, comme on l'a dit au début de l'émission, c'est de retourner dans vos partis respectifs, de faire l'analyse de votre défaite, de faire l'analyse de votre discours et de dire gentiment, comme cadeau de Noël à ce pays, à cette population, à ce peuple démuni, pour lequel vous dites vous êtes engagé dans cette bataille, nous reconnaissons la victoire de M. Moïse. Bonne chance, M. le Président. Et qu'on passe à autre chose, qu'on s'organise, qu'on planifie et qu'on aille à l'élection de 3 ans au niveau des législatives. Une question qui a soulevé, c'est que ça nous donne les mêmes résultats. On a dit que les élections de 2015 n'étaient pas bonnes, frauduleuses. Mais là, vous avez des élections en 2016, vous avez les mêmes résultats. Sinon, Jovenel Moïse qui a un score beaucoup plus important que les 3 autres candidats. 2015, je crois qu'il y avait de graves problèmes d'organisation. Je ne vais pas contester le fait que certainement, peut-être, M. Moïse était en tête. Mais certainement, il y avait quand même beaucoup de choses à reprocher aux élections de 2015. Je crois que 2016 a été plus propre. Plus propre, donc plus crédible. Mais l'ordre est resté le même. Jovenel, Jude, Moïse et Maryse. Mais nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Que M. Moïse avait les moyens pour repartir en campagne en février 2016, tandis que les autres se battaient avec les ombres du passé. On avait la possibilité d'avoir une réduction du nombre de candidats, d'une plus grande alliance. On pensait que le G8 allait rester uni, et le G8 a présenté 3 candidats. On ne va pas parler des autres parce que 700 voix, 200 voix, ça n'a pas pesé lourd dans la balance. Mais je pense que si le G8 avait pu rester uni et soudé, ça aurait permis d'avoir une confrontation au niveau de la présidentielle plus intéressante et plus dynamique. On aurait eu un débat beaucoup plus puissant, on serait obligé de présenter un projet de société mieux élaboré et il n'y aurait pas eu cette débâcle des 3 gros partis. Pourquoi a-t-il gagné les élections selon vous, Jovenel Moïse? Question qui vaut 1 milliard, ce sont les réserves du Fort Knox là. Moi je le dirais premièrement, il a bénéficié de l'appui d'un appareil lourd. Bon. Il ne faut pas nier que M. Solas ne fait que ça dans sa vie. N'importe qui ne peut pas se payer les services de M. Solas valant des millions de dollars par année. Loger, nourrir, blanchir, payer vacances, déplacement et tout. Donc je pense que l'organisation a joué un rôle important. Deuxième élément important pour moi, c'est le même phénomène qu'en 1995, entre Aristide et Bréval. Il fallait cette conservation du coup, parce qu'il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage. Troisième élément pour moi, il bénéficiait de tonneaux de Danaïde. Mais il faut dire que, comme pour Aristide, comme pour Martelly, il y avait le phénomène de la nouveauté. Il ne faut pas sous-estimer non plus que ce bonhomme s'est investi. Il a fait le tour de ce pays avec son épouse, inlassablement. Il a sacrifié sa vie familiale. Il a sacrifié ses entreprises pour être sur le terrain en permanence et surtout
toujours accompagné de son épouse, avec ce sourire angélique. Et je crois que ça a joué. Il y a aussi la personnalité de Jovenel. Il a été mon étudiant, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi la personnalité de Jovenel. Il y a aussi sa capacité d'avoir un discours simpliste. Pas simpliste dans le sens négatif, mais un discours qui se comprend. Il faut aussi dire, on était fatigués de ces visages, de ces totems, de ces monuments, de ces statues. Je pense que cette classe politique doit se résigner à aller s'installer dans un musée et donner la chance à d'autres. Alors pour terminer, que peut-il faire pour réussir Jovenel Moïse? Premièrement, il doit pouvoir se débarrasser de l'équipe précédente. On ne veut pas de connotations négatives au niveau des hauts. Je vais dire très clair, les Roro, les Jojo, les Toto, les Nono. Moi, je pense qu'il doit pouvoir se démarquer. Est-ce qu'il y a eu du bon monde dans le gouvernement Martelly, avec ses 3 premiers ministres? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut faire appel à eux immédiatement? Moi, je n'aurais pas fait. Pour ne pas créer d'amalgame. Troisièmement, est-ce qu'il ne pourrait pas faire appel à l'opposition modérée? Faire comme René Préval en 2006, qu'il ait une première mi-temps. Une première mi-temps basée sur une grande alliance. Et c'est ce qu'a fait René Préval en 2006 quand il a été élu. Et le jeu politique s'était calmé. La fusion était là, le KID était là, je crois que l'OPN était là, tous les partis politiques étaient présents. Donc René Préval a acheté de cette manière en 2 ans, 2 ans et demi de paix et de calme. Troisièmement, moi je pense que, quatrièmement, pour moi, il devrait réduire la taille du gouvernement. Aussi, travailler sur un programme sur les 100 premiers jours. Et pour moi, le 2e jour après son installation, le geste symbolique qu'il devrait aller poser, c'est d'aller commencer cette campagne de reboisement lui-même avec son gouvernement. Où chaque ministre plante un arbre quelque part d'autre et poser cette symbolique dans tous les départements. Et d'exiger que toutes les communes aient au moins une pépinière de 5000 plantures. Le 3e jour, il doit prendre une décision pour relancer l'artisanat. L'artisanat représentait avant l'embargo meurtrier de M. Aristide en 1993 $25 millions américains d'exportation. Actuellement, nous exportons pour $6 millions seulement. Faites la différence entre 25 millions à 70 gourdes. Regardez la masse d'argent qui pourrait circuler dans ce pays. Mais la première chose, c'est qui il va choisir. Quels seront les heureux élus auprès de lui. Tant au niveau du palais, tant au niveau du cabinet ministériel. Mais, le gros mais, avec cette tendance qui se dessine, que PHTK et alliés auront la majorité au niveau du Sénat, nous allons assister à la même scène que lors de l'arrivée au pouvoir de M. Privert. Les sénateurs, les députés vont se battre pour placer un ministre dans certains des ministères. Et à partir de ce moment, ce sera la débandade. Si je suis nommé ministre par un groupe de parlementaires, mon chef n'est pas le Premier ministre, mon chef n'est pas le président, mon chef est ce groupe de parlementaires qui a la capacité de me garder en poste. Tandis que si je trahis ce groupe de parlementaires, ils ont aussi la capacité de m'interpeller de mon cours et de me rejeter. Quel va être le comportement de ce Parlement? Est-ce que ce Parlement va continuer dans l'indécence et de prendre l'exécutif en otage, ou est-ce que ce Parlement va laisser à l'exécutif faire son travail? Alors pour les autres secteurs, est-ce que vous pensez que tout le monde devrait mettre la main à la pâte, ou bien appuyer, coopérer, ou bien laisser agir le prochain président de la République pour qu'il puisse travailler? Parce qu'après toutes ces années, on a besoin de la stabilité. Tout le monde dit que c'est important. Moi, je vais défendre encore le principe du libre arbitre. Ceux qui veulent collaborer peuvent aller collaborer, mais je demanderai à tout un chacun de rester tranquille. Ce n'est pas nécessaire, je ne dis pas de ne pas critiquer, de ne pas analyser, mais je dis au moins évitons les manifestations, évitons les destructions. Vous n'êtes pas d'accord, préparez-vous pour les prochaines joutes, mais ce n'est pas de faire du blocage en permanence. C'est pas de faire du blocage en permanence. On a accumulé 30 ans de retard, l'économie haïtienne a régressé en 30 ans. Arrêtons de nous mentir. Ce n'est pas les quelques routes construites par M. Martelly qui vont changer les choses, de même que pour M. Préval. Les routes n'apportent pas le développement. Les routes peuvent être un outil de développement. Les écoles non plus ne changent pas la qualité de l'éducation. C'est la qualité des enseignants. On construit des écoles, on ne forme pas les enseignants. Et on ne
n'essaie pas de produire le matériel didactique adapté. Voilà, moi je dirais que laissons-le travailler, critiquons, ayons notre droit de réserve. Chacun a le droit d'aller participer, soit comme directeur général, soit comme ministre, soit comme conseiller. Mais chacun doit reconnaître qu'en 2016-17, nous avons des indicateurs macroéconomiques qui ont un impact sur la survie même de l'haïtien moyen et de l'haïtien qui vit dans la misère. 80% de la population vit dans la misère. Nous n'avons pas un système de santé. Nous n'avons pas un réseau routier. Nous n'avons pas un système d'éducation. Nous n'avons pas un système d'eau potable. 80% de la population fait encore de ses besoins dans les halliers. 50 à 60% de la population boit quelle que soit l'eau qu'elle arrive à trouver. Exigeons de M. Moïse, s'il est élu confirmé, qu'on redonne au ministère du Plan sa fonction première avant un plan quinquennal. Le ministère du Plan est devenu un ministère de la mendicité avec la coopération internationale. Sous Duvalier, on avait un plan quinquennal, détaillé un plan annuel. Moi, je pense qu'il nous faut un plan, au moins pour immédiatement, pour la prochaine année à venir. Qu'est-ce que nous allons faire? Et que le ministère du Plan se met, s'attelle à la tâche, et qu'on arrive à avoir un plan quinquennal, ou un plan pour les 25 prochaines années, avec des assises départementales, pour tenir compte des spécificités de chaque département, et que nous allions de l'avant. Que M. Moïse n'achète pas de véhicules, fasse un moratoire, pas de véhicules pendant les 6 mois à venir. Et nous, après 6 mois, on pourra reconsidérer. Qu'on répare les voitures qui existent. Qu'on dise qu'on va réduire les voyages à l'extérieur. Et surtout, que M. Moïse s'attelle à la tâche chaque 15 jours, le jeudi, qu'il monte dans sa voiture, qu'il aille dans les différents départements, dans les différentes villes, pour porter le message de l'espoir. Je ne peux pas tout changer avec une baguette. Je n'ai pas de baguette magique, mais nous allons travailler. Et à chaque fois qu'il irait, il planterait un arbre, 2 arbres, pour donner ceci comme modèle, comme signal. Il faut qu'on arrive à replanter 1 million de cocotiers dans le sud et dans la Grand'Anse et dans les Nippes. Voilà les projets prioritaires. Nous devons arriver à augmenter la production agricole. Voilà la priorité. Au lieu de partir à 20 000 $ par jour, faisons curer les canaux d'irrigation de la vallée de l'Artibonite. Nous étions à 150 000 tonnes, maintenant nous sommes entre 90 et 105 tonnes. Nous étions à 60% autosuffisants au niveau alimentaire en 90, maintenant nous sommes à 30%. Voici les indicateurs sur lesquels il faut travailler. Et je suis convaincu que si un gouvernement honnête, si un gouvernement avec des gens responsables, en un an, on peut déjà voir la lueur de l'espoir. On ne verra pas un projecteur de 10 000 watts, mais on pourra voir au moins la lueur de plusieurs bougies, de plusieurs têtes gridap mêlées en disant oui, nous sommes sur la bonne voie. Voilà. Merci beaucoup, Voyeur Demesa, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis certain. Si ce n'était pas vous, je ne serais pas là. Merci. C'était un plaisir. D'accord. Comme annoncé, notre deuxième invité, l'évêque de Hinche, Monseigneur Jean Desinor, qui va nous parler de ce message de Noël adressé par les évêques haïtiens à la population. Monseigneur Desinor, bonsoir. Donc, chaque année, l'Église catholique adresse un message à la population. Et cette année, je constate que vous avez mis l'accent sur le faible taux de participation aux récentes compétitions électorales. Pour des élections présidentielles, avec un taux de participation de 22%, alors là, c'est grave pour une société qui veut construire une démocratie. Donc, nous sommes interpellés par ce faible taux de participation à des élections qui doivent conduire à la mise en place d'institutions comme la présidence ou comme le Parlement. Et c'est vrai que nous avons constaté un certain désintérêt, une certaine nonchalance de la population par rapport à des élections et c'est malheureux parce que dans une dynamique de construction d'une société démocratique, les élections doivent forcément intéresser les citoyens et qui eux-mêmes doivent comprendre les enjeux de pareilles élections. Donc quand les gens ont boudé à 78% les élections, et à ce moment-là, on est en droit de se poser des questions. Et maintenant, la cause, c'est quoi? Il faut dire que la population est fatiguée d'avoir élu des gens qui vraiment n'ont pas su répondre
aux attentes de la population. Et ceci, ça remonte à des années. Donc ça, c'est un constat que nous faisons, et il est important pour nos hommes politiques, même s'ils sont élus par un faible taux, il est important pour eux maintenant de redonner confiance à la population, et nous souhaitons que tous ceux qui vont sortir de ces élections, ils sauront travailler, œuvrer de sorte que la population puisse reprendre confiance et qu'elle puisse manifester un certain intérêt à la chose politique, notamment aux élections. Alors, dans cette note, Monseigneur Designan, je constate aussi que vous vous adressez particulièrement donc aux vainqueurs des dernières élections. Il faut éviter tout triomphalisme. Donc, peut-on lire dans cette note? C'est vrai que la conférence épiscopale exhorte ceux qui vont gagner ces élections à adopter une attitude d'humilité. Et c'est ça aussi, hein, le sens de l'autorité. Hein. Il faut comprendre que quelque part, nous sommes élus par une certaine partie de la population, mais il y a aussi une autre partie, ou bien qui n'a pas été votée, ou une autre partie qui avait choisi de voter un autre concurrent. À ce moment-là, est-ce qu'il faut se comporter en triomphateur? Non. Au contraire, hein, à ceux qui sont en face et qui n'ont pas gagné, il faut quand même que ces gens-là se sentent concernés aussi par la chose politique, par la chose publique, même si c'est le concurrent d'hier qui va conduire les destinées de la nation pendant un certain temps. Mais quand on gagne ces élections et qu'on se comporte en triomphateur, à ce moment-là, celui qui est en face, il va se sentir blessé, et c'est de là que va naître aussi une certaine polarisation. Alors que celui qui va gagner ces élections, il a intérêt à ouvrir les bras pour inviter les concurrents d'hier à le rejoindre pour ensemble trouver les meilleurs moyens pour diriger ce pays. Donc avoir une attitude triomphaliste, c'est la chose surtout à éviter, parce que quand on se comporte de la sorte, à ce moment-là, celui qui est perdant, il va se sentir un petit peu minimisé, mis à l'écart ou rejeté, et ça va créer encore plus de frustration. Vous allez me dire que c'est vrai que celui qui n'a pas gagné, peut-être qu'il ne l'avait pas mérité. Je comprends bien. Mais toujours est-il que cette partie qui n'a pas gagné, ou ces partis qui n'ont pas gagné, elles ont quand même une certaine popularité, hein, je dis bien une certaine popularité, même si c'est relatif, mais ces gens représentent aussi une partie de la population. Celui qui va gagner, il a intérêt à les inviter et à les impliquer dans la gestion de la chose publique. Malgré tout, Monseigneur Designan, on constate qu'il y a quand même des secteurs politiques qui font le choix de la violence pour contester les résultats des élections. Quelle est la position des évêques sur cette question précise? Bon, nous disons que c'est dommage qu'il se soit donné à des actes de violence. Nous comprenons bien que tous ceux qui ont participé à ces élections, qui sont donnés perdants, certainement il y a un mécontentement, surtout que si ces partis estiment que quelque part ils sont lésés, si ils ont peut-être à tort ou à raison, s'ils perçoivent que il y a des choses qui n'ont pas été correctes, là on peut comprendre leur frustration, mais aller jusqu'à exprimer ces frustrations dans des actes de violence, alors là, c'est pas bien, parce que personne ne peut gagner dans des actes de violence. Ces actes de violence ont des conséquences énormes sur l'économie du pays, parce que
on prend beaucoup plus de temps à construire qu'à détruire. Et très souvent, qui sont les victimes de ces violences? Ce sont des honnêtes gens qui ont travaillé pour construire leur entreprise, par exemple, et un beau matin, voilà que part en fumée, tout s'étale sur la chaussée. Nous, les évêques, ce que nous demandons, c'est que tous ceux qui se sentent lésés dans ce processus, qu'ils prennent la voie légale de la contestation, et demandons aussi au Conseil électoral provisoire de continuer à faire preuve de la plus grande transparence afin de pouvoir mettre en confiance tous ces acteurs, notamment les candidats qui ont participé à ces élections, que les faits, que l'évidence des faits parle, et à ce moment-là, tous on pourra voir où est la vérité, qui va gagner ces élections. Mais c'est vrai que c'est regrettable d'avoir enregistré autant de casses, et ça fait du mal à la communauté, ça fait du mal au pays. Mais tout ce que nous souhaitons, que nous laissions à la justice de faire son travail, et que finalement on parvienne à des résultats qui soient clairs, des résultats qui disent vraiment voilà qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Ce que nous demandons à tous ceux qui se sentent lésés à travers ces élections, qu'ils prennent la voie légale de la contestation, une voie tracée par une loi électorale qui dit que si on a des reproches à faire, si on estime que le concurrent il ne mérite pas d'être placé avant moi, à ce moment-là, je vais au BCED ou au BCEN, et là, dans un tribunal mis en place par le Conseil électoral provisoire, donc on va faire valoir cette loi. À ce moment-là, à partir de là, le tribunal va donner un verdict, et je crois que là encore, j'insiste pour dire que ce que nous, la conférence épiscopale, nous demandons, c'est qu'il y ait, mais vraiment, une justice qui ne soit pas partisane, c'est une justice qui dit vraiment, voilà, selon les faits, selon les évidences, selon les chiffres, voilà qui a gagné et voilà qui n'a pas gagné. Donc c'est la voie de la légalité que nous encourageons dans une circonstance pareille. Monseigneur Desinor, dans ce message, vous avez aussi parlé de cet élan de solidarité enregistré au niveau de la population pour voler au secours des sinistrés de Matthew. Donc c'est bon signe selon vous? Le cyclone Matthew qui a balayé tout le grand sud du pays. Alors là, nous avons constaté cette grande solidarité. Une solidarité de l'intérieur d'abord, parce que dans les premiers moments, beaucoup d'Haïtiens, ils ont compris que il était nécessaire de venir en aide à leurs concitoyens qui étaient en difficulté. Donc, on ne peut que louer pareille initiative, pareil élan. Nous encourageons nos frères haïtiens justement à ne pas faire économie de ces élans-là. Il faut se manifester comme ils l'ont fait il y a 6 ans de cela pour le tremblement de terre, mais encore davantage avec l'ouragan Matthew. Alors, le disons clairement dans la note, ces genres d'initiatives, nous n'avons pas besoin d'attendre des catastrophes pour manifester cette grande solidarité. Il y a tant de gens chez nous qui sont dans la misère et qui ont besoin aussi d'être soulagés. Alors, tous ceux qui le peuvent, par exemple, ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël, c'est un temps aussi de prise de conscience. Si moi, aujourd'hui, je peux manger 3 fois par jour, si je peux trouver un toit, si je peux m'habiller, je dis merci au Seigneur, mais en même temps, je dois me sentir responsable aussi du voisin, de celui qui est à côté.
qui est dans l'indigence, dans la privation la plus totale. À ce moment-là, je dois, non seulement comme chrétien, mais comme citoyen, je dois me sentir concerné par son sort et à ce moment-là me tourner vers lui. Avec le peu que je possède, je peux partager avec lui. Et c'est ce que on a vu avec Matthew, et lors du passage du cyclone Matthew. Les Haïtiens se sont mobilisés pour venir en aide à leurs concitoyens. Au niveau de l'Église catholique, les diocèses qui ont été touchés ont pu bénéficier aussi de la solidarité des diocèses qui n'ont pas été touchés. On a vu l'archidiocèse du Cap-Haïtien aller au secours du diocèse d'Écailles. On a vu le diocèse de Hinche aller vers Port-de-Paix, le diocèse de Fort-Liberté aller vers les NIP, etc. Donc, il y a eu cette solidarité au niveau de l'Église, mais je parle évidemment de cette grande solidarité qu'on a vue aussi au niveau de toute la population, parce que la population avait bien compris que ce qui s'était passé dans le Sud pouvait aussi frapper ou le Nord ou le Centre. À ce moment-là, on se dit, il faut être solidaires les uns des autres. Mais nous saluons en même temps l'apport de la communauté internationale qui se manifeste toujours quand il y a ces graves crises. Donc, la communauté internationale était là et nous les encourageons à continuer à soutenir les victimes de cette catastrophe du cyclone Matthew. Vous parlez aussi de la nécessité d'un renouveau à tous les niveaux dans le pays. Qu'entendez-vous par là, Monseigneur Desinor? Un renouveau, oui. Un renouveau. Le peuple haïtien a soif. Qui aujourd'hui n'a pas soif d'un renouveau, de voir ce pays se transformer? Oui, c'est nous tous qui rêvons de ce renouveau. Et ce renouveau, nous l'attendions depuis 1986. Mais malheureusement, nous n'avons pas su profiter des multiples opportunités qui nous sont offertes. On a laissé passer les opportunités, mais c'est vrai que aujourd'hui, personne ne peut se réjouir devant le tableau que nous constatons aujourd'hui dans ce pays. Donc, avec la gourde, il nous faut près de 66 gourdes pour $1 américain. Donc, là, c'est grave. C'est grave. Alors, il faut ce renouveau économique. Donc, il faut que décideurs de ce pays, il faut qu'ils commencent par réfléchir pour créer des conditions de sorte que les gens puissent trouver à travailler, pour que l'économie du pays commence aussi à se renforcer. On a besoin de ce renouveau. Un renouveau éthique, morale aussi. Parce que la corruption gangrène notre pays. Donc il faut qu'on arrive à établir les normes. Parce que sinon, ça ira de mal en pis. Et dans les 10 prochaines années, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, Haïti sera un pays mais vraiment en faillite. On en parle déjà. Donc nous avons besoin de ce renouveau au point de vue moral aussi. On a besoin de citoyens capables d'envoyer des signaux à nos jeunes, capables de les interpeller aussi, capables d'être des modèles pour eux. On a besoin de ce renouveau aujourd'hui. Un renouveau spirituel, absolument, nous avons besoin de ce renouveau spirituel. Haïti a besoin de Dieu aujourd'hui. Nous avons besoin d'inculquer à nos jeunes la crainte de Dieu. Parce que celui qui craint Dieu, il sait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, nous invitons nos prêtres dans nos diocèses, nous invitons tout le peuple de Dieu à la prière, à prier pour ce pays, à prier pour tous ceux qui ont pouvoir de décider pour ce pays. Voilà, donc, et ce renouveau, nous le cherchons tous et qu'il advienne ce renouveau. Pour terminer, Monseigneur Jean Desinor, quels sont les vœux de l'Église catholique à l'endroit de la population pour 2017? Les souhaits de la conférence épiscopale pour tout le peuple de Dieu, que ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël soit pour chacun de nous un véritable temps de grâce, un temps de conversion, un temps de bénédiction qui nous fait renoncer à la violence sous toutes ses formes.
et puisse l'enfant que nous accueillons à Noël être pour chacun de nous une source intarissable de joie, de paix et d'amour. Et finalement, à toutes et à tous, nous souhaitons un joyeux Noël 2016, une sainte et heureuse année 2017. Merci, Monseigneur Jean Désinor, évêque de Hinche, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, nous avons avec nous l'ambassadeur du Japon en Haïti, M. Atta. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Atta, cette semaine, vous avez célébré en Haïti la fête nationale du Japon, qui est aussi la fête de l'empereur. Oui, tout à fait. Donc, notre fête nationale, c'est toujours pour célébrer notre anniversaire de Sa Majesté l'Empereur. Mais la date exacte de naissance, c'est le 23 décembre. Mais si on fait la fête nationale au 23 décembre, il n'y aura personne. C'est pour ça que nous avons un peu décalé. Alors, l'empereur, il se porte bien ? Oui, il se porte très très bien. Il travaille beaucoup et très activement et toujours à côté du peuple japonais et aussi le peuple international. Alors, monsieur l'ambassadeur, concernant la coopération entre le Japon et Haïti, et vous avez quand même des créneaux sur lesquels vous travaillez, vous coopérez avec Haïti. Oui, peut-être je vais parler un peu quelque chose en général d'abord. Le Japon a beaucoup travaillé depuis les années 60 et 70 pour le développement et assistance économique avec plusieurs pays au monde. Actuellement, la politique d'aide au développement est bien centrée autour de sécurité humaine, sur les domaines plus nécessaires de base pour vivre en tant qu'être humain. Une lutte contre la pauvreté aussi s'inscrit dans le but, et peut-être je peux souligner que c'est aussi en cohésion parfaite avec l'objectif millénaire des Nations Unies, et qui est maintenant Agenda 2030. Quant à vis-à-vis d'Haïti, le Japon concentre sur la coopération de dons et techniques. Il n'y a pas de prêt pour l'instant. Et avec une stratégie de moyen et long terme, la santé publique, l'éducation et l'alimentation, 3 piliers considérés comme le domaine prioritaire. Accès à l'eau potable et la hygiène restent un défi majeur, je pense, et qui partage le cible comme lutte contre le choléra également. Donc le Japon est donc présent sur ce domaine de lutte contre le choléra, et autrement le processus démocratique et aide d'urgence humanitaire sont des domaines très importants pour nous aussi. Alors, concernant la santé, il y a quand même cet hôpital que vous avez inauguré à Jacmel. Oui, tout à fait. Donc, le projet s'inscrit comme pour la reconstruction après le séisme de 2010. Et c'est un hôpital important qui couvre tous les départements. C'est pour ça que le Japon a décidé de venir pour reconstruire l'hôpital. Et heureusement, cette année, inauguré. Et j'espère que ça va fonctionner en plein très, très bientôt. Alors moi, j'ai eu l'occasion de visiter les chantiers de cet hôpital et je vois que c'est une technique nouvelle au Japon qui a été appliquée en ce qui concerne la construction. Oui, moi-même, je suis allé. Et ce qui est important, c'est si vous considérez comme le bâtiment comme une boîte, et il y a le support avec la boîte et la terre. Donc, qui peut absorber le tremblement, c'est-à-dire la vibration, jusqu'aux 60 cm. Donc, même s'il y a le tremblement de terre de grande taille, alors ce n'est pas le bâtiment qui bouge, mais c'est la terre qui bouge, mais le bâtiment reste solide. Voilà.
Ouais, ce qu'on appelle le shock absorber. Oui, c'est une sorte de shock absorber, donc c'est le système antisismique. J'ai demandé aux constructeurs quels sont les niveaux de leur absorption. On m'a dit que ça peut absorber, ça peut supporter jusqu'au le bâtiment de 8 étages. Donc, alors, autre coopération, autre domaine de coopération avec Haïti, il y a quand même le programme que vous supportez, vous fournissez du riz à Haïti. Parlez-nous en gros de ce programme. Alors, donc, le Japon a déjà continué depuis plus de 10 ans sur aide alimentaire. Donc, aide alimentaire, c'est qui a l'importance de couvrir l'autosuffisance. Que j'ai entendu parler que l'autosuffisance actuelle, c'est moins que la moitié. Alors, donc, il y a des personnes qui ne toucheront pas facilement aux alimentations de base comme du riz. Et c'est pour ça que le Japon, avec demande de la gouvernement haïtien, que le Japon a décidé d'envoyer du riz. C'est-à-dire, le Japon achète du riz pour la part du gouvernement haïtien. Alors, c'est-à-dire, ça se limite pour le gouvernement haïtien de faire la dépense en devises extérieures aussi. Et en même temps, après la vente du riz, le gouvernement haïtien peut accumuler ce qui a été vendu comme un fonds pour réutiliser pour l'utilité socio-économique. Alors, est-ce que, par exemple, au niveau de ces genres de programmes, est-ce que le Japon est-ce que le Japon pourrait vraiment coopérer avec Haïti pour qu'on développe la production du riz? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Actuellement, ce n'est pas du riz directement, mais il y a des programmes qui s'appellent le Pro-Amont 2, c'est le programme pour développer l'efficacité autour de l'agriculture qui est dans les champs montagneux. Donc ça c'est le programme c'est unique, c'est-à-dire c'est tripartite entre le Japon et République dominicaine et haïtien. Donc j'ai entendu parler qu'il y a plusieurs stagiaires haïtiens sont maintenant envoyés à l'université de République dominicaine avec financement du Japon. Donc là, vous dites que c'est un programme tripartite. Voilà, c'est ça. Donc pour notre, il y a le stagiaire envoyé au Japon. Parfois, il y a des experts qui viennent ici aussi. Donc, il y a toujours la possibilité, même pour la cultivation du riz, ça peut être introduit dans notre programme. Alors, ambassadeur Atta, concernant l'économie, on sait qu'il y a quand même des entreprises japonaises qui vendent des produits ici en Haïti. Mais qu'est-ce qui peut être fait pour attirer des investisseurs japonais en Haïti en vue de la création d'emplois pour renforcer l'économie? Voilà. D'abord, pour l'économie, il y a deux sens, c'est-à-dire pour ce que les produits japonais, non seulement les voitures et des engins, mais peut-être il y a beaucoup de variétés de choses japonaises très intéressantes qui peuvent être importées en Haïti. Sinon, pour l'investissement direct, c'est d'abord, je dirais, peut-être la stabilité. D'abord la politique. Si la stabilité politique arrive, alors deuxièmement, c'est stabilité socio-économique. Ça va jouer beaucoup pour attirer les gens de venir ici parce que les Japonais, normalement, c'est très très prudent de prendre un risque, c'est-à-dire pour minimiser le risque
donner l'image qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Alors, pour faire le business, c'est très important pour franchir la ligne. Alors, une fois c'est franchi, quelqu'un de venir en Haïti, il faut avoir beaucoup plus de sécurité dans la ville, plus de sécurité dans le contrat, c'est-à-dire aussi, une fois le contrat est signé, il faut être bien maintenu. Donc, des choses comme ça sont très importantes. Donc, selon vous, il faut un cadre propice pour attirer les investisseurs japonais en Haïti? Pas tellement, mais il y a certaines conditions, parce qu'il y a des conditions géographiques, c'est assez loin. S'il y a bien des choses à importer ou bien pour revendre, c'est assez loin. Pour chercher quelques produits haïtiens, il faut certaines quantités pour apporter jusqu'au marché japonais. Donc, s'il y a de alternatives ou pas, ce sont des conditions qu'on toujours recherche. Donc, s'il y a quelque chose typiquement haïtien qui peut vendre, et il y a déjà des cafés qui sont bien vendus au Japon. Peut-être que la quantité, malheureusement, j'ai entendu que c'est un peu diminué, mais il y a des Japonais qui cherchent des bons cafés. Donc, si on peut différencier votre produit de d'autres produits de votre voisin, il y a toujours la chance. Il y a effectivement le café, le Haitian Blue qu'on savait vendre au Japon. Oui, j'ai entendu parler. Je n'ai pas encore goûté, mais une partie, oui. Mais j'aime bien le café haïtien, donc je pense qu'il y a beaucoup de fortes chances de vendre au Japon, parce qu'il y a vraiment le fort amateur de café au Japon. Donc, si je comprends bien, monsieur l'ambassadeur, donc c'est possible d'avoir des investisseurs japonais, mais il faut quand même travailler. Oui. Il y a beaucoup de choses qui jouent, et s'il y a quelque chose d'originalité, c'est bien. Et c'est quelque chose de créativité, c'est bien aussi, ça va jouer. Peut-être packaging, comment envelopper votre produit, ça joue parfois aussi. Donc, il y a plusieurs conditions. Alors, concernant la stabilité, vous avez souligné que la stabilité est très importante pour quand même attirer les investissements japonais en Haïti. On vient d'avoir des élections le 20 novembre dernier. Quelle est la réaction du Japon par rapport à ces élections qui se sont déroulées en Haïti le 20 novembre dernier? Alors, tout d'abord, peut-être c'est un sujet bien délicat, parce que ça c'est la politique intérieure, tout à fait 100% haïtien. Donc j'aimerais être bien clair que le Japon est toujours 100% neutre vis-à-vis du processus électoral étranger, y compris Haïti. Donc l'élection et le processus 100% dépend sur le peuple haïtien. Et résultat aussi, ça dépend 100% de Haïtiens et Haïtiennes. Donc le Japon qui est pour promouvoir le processus démocratique, et c'est pour ça que le Japon a déjà financé l'an dernier sur le financement pour le déroulement de l'élection, comme les autres communautés internationales. Alors, donc, processus, c'est ce sport, nous supportons, mais ce n'est pas de résultat que nous voulons avoir l'influence. Même si c'est minime, on ne veut pas avoir l'influence. Mais le résultat, si Haïtiens et Haïtiennes votent et il y a le résultat qui vient, le Japon est prêt à travailler ensemble à 100%. Donc vous supportez quand même le processus électoral? Oui, c'est très important parce que ça donne l'occasion à tous les Haïtiens et Haïtiennes de voter. Ça, c'est l'occasion unique et qui peut participer sur la scène politique pour avoir leur propre avenir. Alors, donc, vous supportez le processus, donc vous souhaiteriez que ça se déroule de façon paisible Oui, tout à fait, parce que s'il y a les règles, il faut toujours coller sur les règles. Et s'il y a le résultat une fois, c'est le résultat, c'est le résultat. Mais résultat, c'est-à-dire, si on veut corriger, ce n'est pas
toujours pas tout à fait tout de suite. Si on peut corriger, c'est-à-dire c'est normal d'avoir un conflit, c'est-à-dire il y a la préférence entre les gens. Ça, c'est déjà passé au Japon aussi. C'est une partie qui gagne, c'est-à-dire il y a toujours la partie qui perd. Mais au bout de prochaines élections, peut-être on peut regagner. Ça, c'est le système démocratique. Ce n'est pas une fois gagné, ça ne continue pas pendant 50 ans. Alors, si notre stratégie de peut-être élection qui ne marchait pas, la campagne électorale ne marchait pas, peut-être on peut mobiliser les gens encore pour 5 années, peut-être prochain, pour gagner l'élection. Donc, je pense que ça c'est quelque chose de processus très moyen et long terme, mais il ne faut pas chercher quelque chose de résultat et aujourd'hui. Donc en clair, comme ça se passe partout dans le monde, il faut respecter le verdict populaire, le verdict des urnes, la volonté de la population. Oui, la volonté de la population, c'est vraiment, ça c'est quelque chose au sommet. Heureusement, en tant qu'une partie de observateur international, je me suis aussi rendu sur quelques centres de vote. J'étais là, un peu écarter les gens, je ne touche rien là, simplement pour voir qu'est-ce qui se passe, mais c'était vraiment magnifiquement contrôlé et les gens sont très sérieux, des voteurs sont sérieux et les gens qui travaillent au centre de vote sont très sérieusement et parfaitement travaillés. Donc je suis ici comme un témoin de déroulement je ne parle pas de tous les bureaux de vote, mais j'ai visité 3 centres de vote. Tout est correctement déroulé. Alors, monsieur l'ambassadeur, comme il y a beaucoup d'autres pays de la communauté internationale qui disent qu'ils ont hâte quand même que ce processus se termine pour travailler avec un président démocratiquement, un président légitime. Donc, c'est aussi la position du Japon par rapport au président qui sera installé en février prochain. Le Japon, simplement suivre le résultat. Si le résultat qui vient, alors ça c'est le résultat haïtien, donc le Japon va respecter, c'est tout. Non, par rapport au prochain président élu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays de la communauté internationale qui disent qu'ils souhaitent vraiment que ce processus électoral aboutisse pour qu'ils puissent travailler avec un président légitime l'année prochaine. C'est mieux quand même. Avec président élu, c'est important. C'est quelque chose élu démocratiquement avec processus correct. Alors donc nous sommes prêts à travailler à 100% avec le président élu qui va être là peut-être l'année prochaine. Alors pour terminer, monsieur l'ambassadeur, donc 60 ans déjà depuis l'établissement des relations entre Haïti et le Japon. Oui, heureusement, je peux annoncer cette année coïncider avec 60 ans, le 60e anniversaire de relations diplomatiques entre le Japon et Haïti. Donc, je suis très honoré d'être ici en Haïti pour célébrer et pour dire que pour continuer davantage et consolider les relations nippo-haïtiennes. Alors, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Atta, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler des relations entre le Japon et Haïti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici s'achève l'émission Enjeu consacrée à la conjoncture politique, au message de Noël adressé par les évêques catholiques à la nation. Et aussi, nous avons parlé de la coopération entre le Japon et Haïti avec nos invités, le professeur Auguste Demisa, Monseigneur Jean Désinor et l'ambassadeur du Japon, Yoshiaki Atta. Rediffusion à 4h, 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques.
Enjeu sur RFM 104.9 et sur rfmhaïti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeu avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.